Donc maintenant, on va revenir aux méthodes paramétriques, donc faire une modélisation probabiliste dans un contexte d'obtenir des discriminants linéaires. On avait vu un peu la semaine passée, bon, il y a 2, 3 semaines, qu'on peut faire du classement avec des méthodes paramétriques, puis ça revient à des modèles qu'on dit linéaires. Donc, ces modèles-là, on peut les recadrer dans un contexte de discriminant linéaire. Donc, pour rappel, avec du classement paramétrique, généralement, on arrive à une fonction h qui correspond à la vraisemblance de classe ici, qui est le P de x sachant CI. Donc, ça, c'est directement la vraisemblance d'avoir la donnée x selon la classe CI. Et on a la probabilité a priori CI ici. Donc, on fait le produit des deux, puis on a retiré l'évidence ici parce qu'elle est la même pour toutes les classes. On peut utiliser le log directement. Fait que si on applique le log sur le produit de la vraisemblance avec la probabilité a priori, on a l'équivalent du log de la vraisemblance plus le log de la probabilité a priori. Et donc, si on dit que la vraisemblance P de x, sachant CI, est une loi normale multivariée, on a cette équation-là ici qui correspond directement à l'équation de la loi normale multivariée avec des paramètres qui sont indicés à i pour les différencier de ceux des autres classes. Et donc, si on utilise ça dans notre équation HI, ça correspond à ceci. Donc, on a éliminé les éléments qui sont les mêmes pour toutes les classes parce que ce n'est pas intéressant. On a ce modèle-ci directement correspondant à notre fonction H. Et donc, on va avoir l'estimation de la probabilité a priori ici qui va être faite tout simplement en regardant combien est-ce qu'on a de données de la classe CI dans notre jeu de données divisé par la taille du jeu de données. Ça nous donne directement le P chapeau. Donc, l'estimation des probabilités a priori. Et ensuite, on va avoir, avec un maximum de vraisemblance, l'estimation du vecteur moyen, qui est ceci, qui est directement la somme des xt de la classe divisé par le nombre de données dans notre classe. Donc, c'est vraiment la valeur moyenne des x de la classe qui nous intéresse. Et la matrice de covariance spécifique à la classe qui est égale à ceci, donc par maximum de vraisemblance. On avait vu ça il y a quelques semaines, il y a 2 semaines. Donc, on reprend directement le résultat qu'on avait vu à ce moment-là. Et donc là, on se rappelle qu'on peut partager, par exemple, la matrice de covariance. Fait que si on fait une matrice de covariance partagée, c'est important de se rappeler que le partage ne se fait pas en réévaluant la covariance sur l'ensemble des données. On fait vraiment la somme pondérée par les probabilités a priori ici de la matrice de covariance de la classe. Donc, on a le SI puis le P chapeau de CI. Donc, en faisant ça, on obtient comme fonction h ceci. Donc, on a vraiment une fonction qui est moins 0,5, x moins mi transposé, inverse de s, x moins mi, tout ça plus le logarithme de CI, le logarithme de la probabilité a priori CI. Et donc, en développant un peu les équations, on arrive à ça. Puis si on rebrasse ça aussi, on arrive encore un peu plus, on arrive à ceci. Donc, on a vraiment le x transposé fois tout ce qui suit, donc inverse de s fois mi, plus tout cet élément-là qui est dans le fond constant par rapport à x. Ça n'a aucune importance par rapport à x. C'est des valeurs qui ne changent pas pour la classe CI. Dans le fond, ce qui varie selon x, c'est vraiment ce qui est à gauche. Et donc, si on revient sur la forme WTX plus W0, comme on veut ici, là, comme ce qu'on a ici, bien, ça reviendrait à dire que WI est égal à inverse de S mi, et la constante est égale à moins 0,5 mi transposé fois inverse de S fois mi plus logarithme de la probabilité a priori de la classe, directement. Fait que là, on est encore sur la formulation qu'on avait vue tout à l'heure du discriminant linéaire. C'est la même chose, excepté qu'on obtient notre paramétrisation pour ce modèle-là en passant par un modèle génératif, par une modélisation par loi normale multivariée, où on partage la matrice de covariance. On fait des hypothèses comme ça, et ça nous permet de retomber sur le modèle linéaire. C'est juste que là, on fait les développements pour lier finalement le modèle linéaire de base sur la forme de h de x est égal à w transposé x plus w0. On présente la formulation qui correspond à ça lorsqu'on fait un modèle normal multivarié avec partage de matrice de covariance.
Puis si on visualise ça en 3 dimensions, mais c'est comme si on avait deux nuages de points. On suppose que la covariance, elle est partagée. Et donc là, dans ce contexte-là, ce qu'on va avoir comme hyperplan séparateur en 3D, on le voit ici, c'est vraiment l'hyperplan en gris ici. Là. Cet hyperplan-là ici sépare vraiment nos deux classes assez nettement, à peu près au centre. Donc, il va faire vraiment il va trancher l'espace en deux. Tout ce qui est de ce côté-là de l'hyperplan, c'est pour les bleus. Tout ce qui est de ce côté-là de l'hyperplan, c'est pour les rouges. Et donc, cet hyperplan-là est obtenu directement avec ce qu'on vient de voir en calculant les matrices de covariance et les vecteurs moyens, puis en développant les équations correspondantes. Et donc là, on peut vouloir faire du classement paramétrique à deux classes. On va dire, bon, ben, on assigne à la classe 1 lorsque la probabilité a posteriori de la classe 1 est plus grande que celle de la classe 2. Et sinon, ben, c'est l'inverse. On assigne à la classe 2. Donc ça, c'est assez simple, on n'invente rien. On assigne la donnée à la classe la plus probable. Donc, comme on sait qu'en deux classes, c'est soit l'une ou l'autre classe, donc on est de C1 ou on est de C2, on est l'un ou l'autre nécessairement. On sait donc que P de C2 sachant X est égal à 1 moins P de C1 sachant X. Donc, la formulation équivalente, c'est que si on pose, par exemple, un certain Y qui est défini comme étant la probabilité a posteriori de C1, donc P de C1 sachant X, on va regarder, bien, que le classement se fait en disant que P de C1 est plus grand que P de C2 sachant X. Ça revient directement à dire que Y est plus grand que 1 moins Y. Parce que Y, c'est P de C1 sachant X. Et 1 moins Y, si on réfère à ça ici, c'est égal à P de C2 sachant X. Donc, si on embrasse un peu les équations assez simplement, on envoie cette affaire-là au dénominateur directement. Ça nous donne quelque chose comme Y sur 1 moins Y est plus grand que 1. Donc, ça, c'est pour désigner que la donnée provient de la classe C1. Sinon, si c'est inférieur ou égal à 1, c'est la classe C2. Si on applique le log devant, le log ne change pas du tout l'ordre. Fait que dans le fond, on peut appliquer le log sur le Y divisé par 1 moins Y, comme ça ici. Et le log de 1, c'est 0 directement. Fait qu'on arrive directement que le log de Y sur 1 moins Y plus grand que 0, c'est la classe 1. Sinon, c'est la classe 2. Et donc, on peut définir une fonction qu'on appelle la fonction logit. Donc, la fonction logit, c'est un truc bien connu en statistique, c'est le logarithme de y sur 1 moins y. Et donc, ce qu'on peut faire avec ça, c'est qu'on peut appliquer la fonction logit sur la probabilité a posteriori de la classe 1. Donc, on va dire que deux classes qui suivent des lois normales multivariées avec matrice de covariance partagée, c'est un discriminant linéaire. Fait qu'on va dire que logit sur la probabilité a posteriori ici. Si on développe ça, bien, ça correspond à directement ce qu'on vient de voir, là, log de y sur 1 moins y. Ça correspond à log de PCI sur 1 moins PCI. Donc, ça, c'est directement ce qu'on a vu comme fonction logit. Puis si on dit que 1 moins PCI, c'est PC2, fait que ça égale à log du rapport entre probabilité a posteriori de C1 divisé par la probabilité a posteriori de C2. Et donc, si on développe la probabilité a posteriori, on va avoir vraiment le ratio, en appliquant la règle de Bayes, on va avoir le log finalement des vraisemblances pour C1 divisé par C2, plus le log des probabilités a priori, donc log de PC1 sur PC2. Et en développant ça plus amplement, en développant l'équation de la loi normale multivariée, sachant qu'on a un partage de la matrice de covariance, on arrive à ce rapport-là, donc le log de tout ça ici, donc on a vraiment le rapport entre les vraisemblances de C1 et de C2, plus le log du rapport, du ratio entre les deux probabilités a priori. Puis là, il y a place à simplification encore une fois. On peut arriver à quelque chose comme une forme qui est de type W transposé X plus W0 ici. Donc, c'est la forme qu'on veut obtenir en posant que le W va être égal à inverse la matrice de covariance partagée fois vecteur moyen de la classe 1 moins vecteur moyen de la classe 2. Donc ça nous donne le W directement, qui provient de la simplification de ce qu'on avait ici. Là.
Mais on a aussi comme constante, donc plein d'éléments résiduels qui incluent autre chose, qui n'ont pas rapport avec le x. Donc, on a le moins 0,5, mu1 plus mu2 transposé, fois l'inverse de la matrice de covariance, fois mu1 plus mu2. Tout ça aussi plus le log de probabilité a priori de C1 sur probabilité a priori de C2. Donc, à partir de ça, donc on vient de brasser les maths un peu, mais c'est pour voir qu'on peut lier directement la fonction logit avec l'équation du discriminant linéaire comme on fait ici. Donc, tout ça, c'est équivalent. Fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller chercher ce qu'on appelle l'inverse de la fonction logit, qu'on appelle la fonction sigmoïde, ou aussi appelée fonction logistique. Mais on va garder le terme sigmoïde, qui est le terme utilisé dans les réseaux de neurones par la suite. Et donc, la fonction logit, qui est égale au log de y sur 1 moins y, c'est égal on dit si tout ça est égal à a, par exemple, mais ça revient à dire que y est égal fonction sigmoïde de a, qu'on décrit comme étant directement 1 sur 1 plus exponentielle de moins a. Donc, la fonction sigmoïde est l'inverse de la fonction logit. Puis, vous avez juste à appliquer directement les termes, vous allez voir, tout se simplifie, puis ça revient à ça. Et donc, en faisant ça, ben, on dit que le P de C1, donc ça, je vous réfère à ça ici, donc la fonction logit de P de CI sachant X, donc la probabilité a posteriori de la classe 1, serait égale à la fonction sigmoïde appliquée sur le modèle de type W transposé X plus W0. Et donc ça, on va appliquer directement la fonction sigmoïde ici en remplaçant le A par le X transposé X plus W0. À quoi ça ressemble en pratique? Mais ça ressemble à dire que, dans le fond, notre exemple qu'on avait tout à l'heure, encore une fois, des deux classes de données qui suivent des lois normales, ben, la fonction sigmoïde 1 sur 1 plus exponentielle, dans le fond, c'est la fonction qui décrit le P de C1 sachant X et le P de C2 sachant X. Et donc, si on dit que ça, c'est P0, dans le fond, P de C0 sachant X, qui est ça ici, ben, cette forme-là, là, qui descend comme ça, c'est précisément la forme d'une fonction sigmoïde parce que le P de C0 sachant X est une fonction sigmoïde appliquée sur le W transposé X plus W0. Similairement, ça, c'est le P de C1 sachant X ici, qui est là, le pointillé en bleu. Mais lui aussi correspond à la forme d'une fonction sigmoïde. La fonction sigmoïde, c'est vraiment cette forme-là qui correspond aux probabilités a posteriori lorsqu'on suppose des modèles de loi normale.